au rythme du Haut-Jura. Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode Gestionnaire forestier, tout un métier. On part à la rencontre d'un acteur bien connu et incontournable des forêts publiques, l'Office national des forêts, ONF. Steven, responsable de l'unité territoriale de Saint-Claude, a accepté de répondre à mes questions et j'en ai plein. Car oui, on coupe des arbres pour produire du bois, mais une fois qu'on a dit ça, on ne sait pas bien plus sur le métier de gestionnaire forestier et toute la filière du bois. Encore une fois, ce matin, on passe entre les gouttes. Allez, c'est parti. Bonjour Steven. Bonjour. Donc l'ONF y gère près de 11 millions d'hectares de forêts publiques appartenant à l'État et aux collectivités territoriales françaises. Mais qu'est-ce que la gestion forestière exactement ? Alors l'Office national des forêts, un établissement public chargé de la gestion des forêts publiques, donc des forêts des collectivités principalement. Et donc la gestion forestière, c'est l'art d'appliquer la sylviculture, donc la culture de l'arbre. Et cette gestion forestière en forêt publique, elle est cadrée par le code forestier. Aussi, elle est déclinée par des documents de gestion qu'on appelle des documents d'aménagement qui précisent les préconisations de gestion, de coupe, de travaux, les enjeux, l'état des lieux d'une forêt pour une période de 20 ans. Et ça, c'est un document qui est établi par les services de l'ONF. Les choix sont définis aussi en accord avec le propriétaire et in fine, il est approuvé par les services de l'État, notamment les services préfectoraux. Donc c'est un document, vraiment, c'est notre trame pour toute la gestion forestière de nos activités quotidiennes. Donc ça, c'est un plan de gestion, c'est bien ça ? Oui, c'est exactement un plan de gestion qui précise vraiment toutes les interventions qui sont nécessaires pour la forêt, pour la pérennité de la forêt, pour le renouvellement de la forêt, en prenant en compte tous les aspects pluridimensionnels de la forêt et de biodiversité. Il en existe de plusieurs types ou il n'y a qu'un seul plan de gestion ? En forêt publique, il n'y a qu'un seul plan de gestion, donc c'est un document d'aménagement. Après, il a des variantes, il peut être simplifié ou classique. Et par contre, il y a le versant forêt privée, où là, il y a des plans simples de gestion, des codes de bonne conduite sylvicole, voilà, plein de d'autres documents, mais ça, c'est propre à la forêt privée. Donc là, on est vraiment dans le Haut-Jura, où on est en fait d'ailleurs aujourd'hui ? Alors, on est en forêt du syndicat intercommunal de gestion forestière du Massacre. Donc, en fait, c'est un gros massif qui regroupe à peu près 1400 hectares de forêt et qui est composé d'un regroupement de communes, de plusieurs communes qui sont en bordure, qui ont mis leur gestion en commun pour pouvoir mobiliser les bois plus facilement, pour organiser les travaux de manière aussi plus efficiente. Voilà, donc c'est un statut particulier de la forêt publique, qui est un syndicat intercommunal de gestion forestière. Et quels éléments conditionnent la gestion forestière sur cette forêt en particulier ? Alors sur la forêt du Massacre, comme dans tout le Haut-Jura, les forêts publiques sont divisées en petites parcelles. Et donc nous, on gère parcelle par parcelle, et c'est ce qu'on retrouve justement dans ce fameux document d'aménagement. Et donc ces parcelles, elles sont gérées en futaies irrégulières ou jardinées. Là, actuellement, si on regarde autour de nous, on voit des gros épicéas, des petits sapins, des feuillus de toute taille. Voilà, donc on est en futaies irrégulière, c'est-à-dire qu'il y a plusieurs classes d'âge, mais aussi en futaies mélangées. On voit qu'il y a des feuillus, des résineux, plusieurs sortes de feuillus, plusieurs sortes de résineux. Et ça, c'est typique du Haut-Jura et du Jura, parce que déjà, c'est un choix de gestion, et en plus, on s'adapte surtout au relief. Il y a plein de reliefs, de micro-reliefs, il y a des bosses, des creux, des zones avec de la terre, des zones sans terre, beaucoup de roches, et du coup, naturellement, les arbres ne poussent pas à la même vitesse où il y a beaucoup de terre, où le sol est riche, et inversement sur les bosses où il y a du caillou. Donc naturellement, les arbres, même s'ils naissent au même moment, ils ne grossiront pas de la même vitesse, et du coup, la structure de la parcelle ne peut pas être par défaut régulière. Donc on a calé nos méthodes de gestion sur le naturel. Et en fait, on fait que hâter un peu l'œuvre de la nature, mais on limite parfaitement. Tu viens de mentionner les sols, y a-t-il des précautions à prendre pour les préserver ? En effet, les zones qui sont riches, donc on va dire pour simplifier, où il y a de la terre, c'est celles à préserver, c'est celles où on va mettre le plus d'action par rapport à la sylviculture, donc pour faire pousser les arbres de la manière la plus rapide et surtout de la plus qualitative possible.
Donc l'intervention, elle va principalement se cantonner sur les aspects de production, la production de bois. Et c'est quand on intervient pour faire ces récoltes de bois, hein, pour simplifier, c'est là qu'on va devoir préserver les sols, préserver les espèces, minimiser les contraintes par rapport au relief et aussi prendre en compte tout ce qui est accueil du public, les sentiers, voilà, les potentiels conflits d'intérêts, voilà, essayer de limiter toutes ces interactions quand on est dans des modes de gestion, d'exploitation. Donc la production de bois doit effectivement cohabiter avec l'accueil du public en forêt. Est-ce qu'il y a d'autres enjeux de conciliation ? On vient de parler de l'accueil du public, donc l'aspect social de la forêt. Donc on va parler des gens qui viennent se promener, voilà, qui viennent sur les pistes de ski, qui viennent sur les chemins de randonnée. Le paysage aussi, hein, parce que quand on se balade, on aime bien voir le paysage. Donc ça, c'est la forêt, c'est l'aspect plutôt social. Donc là, comment on fait ? Quand on doit choisir des itinéraires avec les propriétaires ou avec les associations, on est consulté, nous, en tant que gestionnaire, pour donner notre avis en termes de sécurité, en termes de protection de l'environnement. Donc on définit les itinéraires ensemble. On essaie de cantonner les gens sur des itinéraires et non pas qu'ils puissent aller un peu n'importe où pour concentrer le dérangement, pour éviter que toute la forêt soit fréquentée. Pour les pistes de ski, les gens se tiennent sur les pistes de ski balisées. Par contre, sur ce massif-là, on a des gros enjeux environnementaux. Il y a notamment un arrêté de protection de biotopes de forêt d'altitude, avec notamment l'espèce emblématique du grand tétras, donc qui nécessite beaucoup de quiétude. Et donc là, nous, on intervient aussi en tant que sensibilisation et en tant que surveillance aussi. On fait des tournées de surveillance pendant toute la période interdite pour bien vérifier que les gens ne sortent pas des itinéraires balisés et puis sensibiliser les gens qui sont sur les itinéraires. On aborde très largement ce sujet avec Alexandra du groupe Tétra Jura dans l'épisode « Le coq de bruyère en danger ». Alors si on reste sur une vision promeneur, on peut être surpris, voire en désaccord avec la présence d'engins en forêt, et on est sûrement nombreux à ne pas bien connaître ces filières, pourtant essentielles à la production de bois, ressources renouvelables. Et en effet, si on veut construire en bois, si on veut avoir des meubles en bois, il faut qu'on ait de la matière à disposition. Donc il faut aller chercher cette matière en forêt. Donc oui, je peux comprendre que ça choque l'œil du concitoyen, mais je tenais à expliquer que nous on a des règles de gestion, on a des préconisations qu'on met en place. Donc je vais très rapidement en évoquer quelques-unes. Donc on marque des arbres qui sont destinés à être récoltés parce qu'ils avaient atteint leur âge d'exploitabilité, on va dire qu'ils étaient mûrs au sens productif du terme, ou ils étaient malades, ou ils étaient secs complètement, ou c'était parce que c'était des bois plus petits mais qui gênaient un arbre plus joli, le principe des carottes dans un jardin. Et une fois que ces bois sont marqués, les bûcherons viennent, les coupent, ils enlèvent les branches, ils les laissent volontairement au sol. C'est fait exprès, hein, c'est pas qu'ils ont travaillé salement, non, pas du tout. Hein, ils les mettent au sol, ils les plaquent au sol pour que ça puisse enrichir de nouveau, ça fasse de l'humus. Et après, il y a les tracteurs qui arrivent. Donc les tracteurs, c'est souvent ça qui choque l'œil. Donc en effet, c'est des gros engins parce que les arbres sont très lourds, très gros. Les tracteurs, ils arrivent par les routes forestières, bien souvent construits à l'usage justement quasi exclusif de la production de bois. Donc ils arrivent par les routes forestières qui sont soit goudronnées, soit empierrées. Donc jusque-là, ça va. Et après, ils prennent des pistes forestières ou des cloisonnements. Et là, les choses se gâtent un petit peu parce que il y a par moment un peu de terre, il y a par moment des sols qui sont plus profonds que d'autres. Donc nous, là, où on se situe pile poil justement sur une piste de dévardage, on voit qu'elle est en cailloux, donc on n'a pas les pieds dans la terre. Hop, quelques pas sur la piste pour l'oreille de nos auditeurs, et on est bien sur du caillou. Mais les tracteurs passent une première fois, vont accrocher un arbre et redescendent au bord de la route. Le premier passage, souvent, il n'y a pas de souci. Et par contre, au fil des passages ou de la météo, il y a un peu de terre qui vient sur les arbres, il y a un peu de terre qui remonte, les pneus commencent à se charger en terre et on voit de plus en plus de terre sur la route, sur les chemins. Et par contre, nous, on est très vigilants en tant que gestionnaire justement à ce que ces dégâts, on va appeler ça des dégâts, mais ils soient extrêmement limités. Donc on les limite en question de surface, c'est-à-dire les engins, les tracteurs, ne peuvent circuler que dans ces fameuses pistes qui sont désignées. Avec le gestionnaire, ils ne circulent pas dans toute la forêt, ils se cantonnent exclusivement à ces pistes-là. Donc c'est bien dans cet objectif-là qu'on leur dit passez toujours au même endroit. Il y aura le chemin qui était prévu à cet effet qui va être un petit peu dégradé, mais tout le reste de la forêt sera préservé. Et après aussi en termes d'intensité, dès qu'on a des conditions météo qui sont pas bonnes ou un terrain qui n'est pas suffisamment portant, on stoppe les exploitations.
on essaye de remettre en état. Voilà, donc on fait bien les deux choses. On limite dans l'intensité les dégâts et on limite les dégâts sur leur surface. On les concentre pour préserver tout le reste. Tu parles de mauvaises conditions météo, mais il y a aussi, on l'a dit avec le changement climatique, des conditions très sèches qui peuvent intervenir en été. Là, c'est pas le cas sur cet été 2024, mais du coup, ça met en place un nouvel enjeu qui n'était pas présent sur le Haut-Jura, qui est les incendies. Est-ce que c'est quelque chose qui commence à être pris en compte ? Ah oui, complètement. Hein. C'est vrai que c'était dans les idées, c'était dans les textes, mais depuis les derniers incendies, notamment le gros incendie en bordure du lac de Vouglan, c'est plus que concret, c'est palpable. Et du coup, oui, avec les différents arrêtés préfectoraux et puis notre gestion, en effet, dès que le risque est élevé, on va dire, nos pratiques changent. Notamment donc en matière d'exploitation forestière, elles sont soit limitées qu'au matin, soit interdites en fonction des engins. Et puis ça, c'est pour la partie exploitation. Et puis nous, pour la partie gestion, nous on procède à des tournées de surveillance et de sensibilisation aussi. Dès que le risque est conséquent, on enlève notre casquette de producteur de bois et on prend celle de défense de forêt contre les incendies. Et voilà, on tourne sur les points les plus sensibles pour sensibiliser les gens et surveiller aussi en étroite collaboration donc avec les pompiers et les autres services de l'État. Bon, on a très largement parlé de l'homme, mais moins de l'aspect environnemental. Donc l'aspect environnemental, en termes de gestion, on prend en compte aussi beaucoup les espèces et les milieux. Donc typiquement lors d'une exploitation forestière, on va éviter au maximum de passer dans des mares forestières. On essaie dans la mesure du possible de faire ça. On identifie systématiquement et on préserve et on les garde pour la biodiversité les arbres, ce qu'on appelle bio, ou les arbres à cavité, recouverts de champignons, les bois qui ont séché, voilà, tous ceux qui ont une caractéristique biologique, on les identifie très souvent à l'aide d'un triangle tête pointe en bas. Donc c'est notre code de marquage, nous, en forêt publique. On les identifie, comme ça les bûcherons qui viennent et tous les intervenants en forêt savent que ça, c'est un bois à conserver pour la biodiversité spécifiquement. On fait très attention quand on est dans des fortes pentes pour ne pas aller abîmer trop le sol, pour qu'il y ait des risques d'érosion. Pareil pour le versant, enfin en bas de versant, si on est en bordure de tourbière, là on s'interdit le passage dans des milieux sensibles. On met aussi en application beaucoup par rapport au dérangement sur les périodes sensibles. Donc ici on a parlé de l'arrêté de protection de biotope. Donc nous voilà, quand on gère des chantiers, on s'interdit de venir avant le 1er juillet, date de fin de la période de reproduction, on va dire, et puis que les jeunes tétras sont déjà on va dire viables. Donc voilà, on s'interdit un maximum d'intervention dans cette période-là et jusqu'au 15 décembre, ça c'est l'arrêté de protection de biotope qui nous le permet. Donc l'arrêté de protection de biotope, APPB, n'est pas destiné qu'aux skieurs, randonneurs, sportifs et autres amoureux de la nature. Ah oui, il a plusieurs volets. Il a un volet grand public, cet arrêté de protection de biotope, et un volet aussi qui concerne les professionnels, les gestionnaires. On parle depuis près de 15 minutes de couper des arbres, mais dans quel but ? La forêt, surtout dans le Haut-Jura, est source de revenus pour les propriétaires, mais pas que. Ça fait fonctionner la filière bois aussi. Ça permet de faire travailler les entreprises de travaux forestiers locales, les scieries locales également, et puis de valoriser du bois local. Là, typiquement, ici, nos gros résineux partent en bois d'œuvre pour faire nos charpentes principalement. On fait aussi un petit peu d'utilisation locale avec des planches à compter, par exemple. Une spécificité aussi avec la première petite couche entre l'écorce et le bois, on fait des sangles pour le Mont d'Or notamment. Et après, les sous-produits sont notamment des palettes, les bois où il y a beaucoup de nœuds, ou les bois qui sont un peu déclassés, ou les bois secs, en ce moment on a beaucoup de bois secs, ils partent principalement pour faire de la palette, de l'emballage. Donc, et ça dans des circuits plus ou moins locaux. Et après, le dernier produit, on l'appelle sous-produit, mais c'est pas vraiment le cas, c'est le bois énergie. Et puis pour les feuillus, on a un petit peu de feuillus, pas beaucoup, c'est pas la majorité, c'est à peu près un tiers de notre forêt. Mais les feuillus, on arrive quand même à les valoriser. On arrive avec notamment le hêtre à faire du déroulage. Donc c'est le principe d'un gros taille-crayon, et ça sort une petite feuille de hêtre, et ça sert notamment à faire de la cagette. Voilà, la cagette alimentaire, voilà, en hêtre, ou, et très localement, on a ça aussi, de la tournerie, et par exemple, pour un truc anodin, mais ça peut provenir de nos forêts, mais c'est les pics à brochettes.
Voilà, les pics à brochettes sont faits avec nos hêtres de montagne. Donc, petite pensée aux hêtres du Jura lorsque on fera nos barbecues cet été. On en sait plus sur la valorisation du bois et des métiers associés. On a peu parlé des métiers qui exploitent le bois. On a en tête le bûcheron. Mais y a-t-il d'autres corps de métiers qui vont travailler avec vous? Est-ce qu'ils font partie de l'ONF? Est-ce qu'ils sont salariés? Comment fonctionne tout ce petit microcosme? Donc ça commence par le gestionnaire, le sylviculteur, donc en l'occurrence là, nous à l'Office national des forêts. Donc nous, on gère les bois, on marque les arbres qui sont notamment à commercialiser. Une fois qu'on les a marqués, on les met en vente. Et là, à ce moment-là, c'est des acheteurs en vente publique qui achètent les lots. Donc là, les acheteurs, ça peut être principalement de deux catégories, soit des scieurs, donc une scierie, soit des négociants qui achètent pour revendre après. Donc ça, c'est une première catégorie d'acteurs. Et après, ces acteurs-là, en fait, ils sont que scieurs ou que négociants et ils sont obligés de faire appel donc, à des entrepreneurs de travaux forestiers pour exploiter les bois, ce qu'on appelle des bûcherons ou des débardeurs. Donc c'est souvent un mix des deux. Donc le bûcheron, très très souvent à son compte, ou il peut être salarié. Nous, à l'Office national des forêts, on en a aussi un petit peu, pas sur le Haut-Jura, mais un peu plus bas dans le département, un peu plus en plaine. Et ces bûcherons, donc, eux, sont mandatés par le scieur, ou des fois les communes, ou encore l'ONF, pour faire une intervention de bûcheronnage, puis de débardage. Donc le bûcheronnage, c'est bien le fait d'abattre et débrancher un arbre. Le débardage, c'est le fait d'aller chercher l'arbre en forêt avec un tracteur et de le ramener au bord de la route. Une fois que le bois est bord de route, là, il y a encore un autre intervenant qui arrive, c'est les chauffeurs grumiers, transporteurs de bois. Donc là, c'est un transporteur de bois, pareil, souvent indépendant ou dans les entreprises, mais voilà, c'est un prestataire de service qui vient, il charge les bois sur son camion et il les emmène en scierie. Et voilà, et là, ça reprend. Après, on change d'étape. On n'est plus en bois rond, ce qu'on appelle en bois rond. Après, on sera en bois scié une fois que ça sort de la scierie. Et là, c'est plutôt l'aval de la filière. Tu as très brièvement mentionné les arbres secs. On en a très très largement parlé lors des précédents podcasts, mais peut-être tu peux nous en parler avec une vision de gestionnaire forestier? Pour lutter contre ces changements climatiques, on voit ça plutôt à long terme. Donc, qu'est-ce qu'on préconise? C'est de diversifier la forêt. Donc, on a parlé au début de diversifier dans les tailles des arbres, les grosseurs, mais aussi surtout dans la diversité des espèces. Donc, actuellement, on a principalement 3 espèces, le sapin, l'épicéa et le hêtre, dans le Haut-Jura. Et on sait que ça, c'est 3 essences qui sont sensibles au changement climatique. Et du coup, notre objectif de gestionnaire, c'est de diversifier ces essences. Donc pour diversifier ces essences, on va faire de la place. Et quand je dis faire de la place, c'est pas tout couper, c'est apporter de la lumière au sol pour que les petits érables qu'on a encore un petit peu en minorité, les petits tilleuls qu'on peut avoir aussi par-ci par-là, du chêne un peu plus bas, plein d'autres essences comme ça, puissent ensemencer et après on va travailler à leur profit pour qu'ils poussent. Donc ça, c'est vraiment le but, c'est de ne pas avoir plus 3 essences, mais d'en avoir beaucoup plus dans chaque parcelle. Et dans ces nouvelles essences, alors nouvelles, c'est pas parce elles viennent d'être créées, non, c'est bien des espèces locales, mais qui sont beaucoup plus adaptées au changement climatique. Je pense vraiment au chêne et au tilleul, par exemple, ou voire au pin. Mais qui ne sont pas trop représentées ici, c'est de leur faire de la place et qu'elles poussent. Mais pour qu'elles poussent, on se heurte à plusieurs freins. Le premier, c'est qu'il y en a peu, donc il faut en prendre soin. Et pour en prendre soin, on a la possibilité de faire des travaux. Donc les propriétaires forestiers peuvent mandater des ouvriers forestiers, ça fait encore un acteur de plus, des ouvriers forestiers, des ouvriers sylvicoles qui vont venir faire de la place autour, enlever ce qui dérange pour que le petit plant, le petit semis puisse croître de manière sereine. Et aussi, du coup, c'est aussi, on se heurte, là-bas, on le voit juste derrière sur l'érable, c'est la présence du gibier. En fait, là, on est sur une zone avec une population de cervidés qui est assez forte, donc on a du cerf et du chevreuil, mais là, c'est surtout du cerf. Et on voit que toutes les pousses de l'année et des années précédentes sont consommées. Donc là, c'est un érable, donc c'est quelque chose qui pourrait faire un bon relais face au changement climatique. Et on aperçoit qu'à la place qu'il fasse une pousse de 15-20 cm de hauteur, il se limite à 0 par endroit et puis il rejette un peu sur les côtés. Et puis du coup,
d'une, il ne pousse pas, et deux, surtout, la qualité de l'arbre dans le futur sera médiocre, parce qu'à la place qu'il pousse bien droit et que ça fasse un beau bois pour qu'on puisse faire des planches dedans, et ben, il est tout tordu, parce qu'à chaque fois, tous les ans, il se fait croquer. Donc voilà, il y a un gros enjeu là, à avoir un équilibre faune-flore pour que la forêt puisse croître et puisse s'adapter au changement climatique. Et bien entendu aussi qu'il y ait aussi des animaux. Faut qu'il y en ait pour tout le monde, mais c'est un équilibre à trouver, à régler. Il y a des grands prédateurs qui commencent à s'implanter, mais sinon, faut que ça soit régulé, notamment via l'activité cynégétique, donc les chasseurs. Merci Steven. Merci à toi aussi. Dans les 5 premiers épisodes de la série La Forêt, on a découvert des généralités sur les forêts du Haut-Jura, très largement parlé du changement climatique et de la crise scolite, abordé la production de bois. Nous reste un volet important de la forêt, la biodiversité. Les 3 prochains épisodes seront dédiés, roulement de tambour, aux oiseaux. Préparez vos oreilles car l'ambiance sera chantante. N'hésitez donc pas à vous abonner pour ne rater aucun épisode. Et à très vite! Un podcast proposé par le Parc naturel régional du Haut-Jura avec le soutien des régions Bourgogne-Franche-Comté et Auvergne-Rhône-Alpes.